Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, nous sommes allés au restaurant du lac pour notre traditionnelle guerre des poutres. Nous avons fait un vox pop avec les jeunes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Nous avons eu l'immense chance de nous entretenir avec le musicien Tom Gagnon pour parler de sa nouvelle chanson qui est sortie en mai dernier, Mamatapédia. Nous avons aussi, pour notre chronique Quoi faire en fin de semaine, parlé de l'observation des oiseaux pour amateurs avec Ronald Lang. Pour ce qui est de l'actualité, une semaine très chargée. Pour débuter, on a parlé avec Jonathan Couturier qui nous a parlé de son tournoi qui a lieu en fin de semaine de Spikeball. Par la suite, on a parlé avec Normand Bouliane, candidat à la mairie d'Amqui. Ensuite, on s'est entretenu avec Mike Roy, responsable de la bibliothèque municipale d'Amqui. On a aussi eu la chance de parler avec Sonia Couture et Véronique Dufour qui nous ont annoncé que la Maison des jeunes était ouverte cet été. Puis, pour terminer, on a parlé de hockey avec Étienne Boudreau. On débute maintenant avec nos actualités matapédiennes. Bonne émission! Victoire du Canadien de Montréal hier en prolongation 3-2. J'espère que vous avez passé une superbe Saint-Jean. On commence avec nos actualités. Pour la COVID, le CIS du Bas-Saint-Laurent annonce que des cliniques de vaccination se tiendront du 23 au 2 juillet. À Sébec, du 29 au 30 juin, de 11h à 18h. À Cause-Abscale, le 1er juillet, de 11h à 18h. Et à Saint-Zénon-du-Lac-Amqui, le 2 juillet, de 11h à 18h, au centre multifonctionnel au 146 route 195. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID ou par téléphone au 1-877-644-45-45. Il est également possible de se présenter aux cliniques sans avoir pris de rendez-vous. Par contre, le nombre de doses est limité. À ce jour, 162 804 doses de vaccins ont été administrées au Bas-Saint-Laurent, dont 19 971 deuxième doses. La couverture vaccinale régionale atteint maintenant 82 % pour les personnes de 12 ans et plus. Politique. Le député de Matapédia, Pascal Bérubé, réclamait depuis plusieurs mois une bonification des dédommagements que reçoivent les patients et leurs accompagnateurs devant se déplacer hors de la région pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Dorénavant, on remboursera aux patients 108 $ plutôt que 75 $ pour une nuitée à l'hôtel. L'accompagnateur recevra un dédommagement quotidien de 46 $ plutôt que 20 $. Et finalement, pour ce qui est de la compensation pour l'utilisation d'une automobile, on passe de 0,13 $ du kilomètre à 0,20. Le député Pascal Bérubé est conscient qu'il reste encore des améliorations à faire, mais c'est un bon début. On continue maintenant, communauté. Ouverture de la gare dimanche le 27 juin à partir de 11h. Par la suite, à 14h, il y aura un vernissage de Simon Bérubé, artiste peintre professionnel. Le marché public matapédien est de retour. C'est tous les jeudis dès 16h. Voici tous les commerces qu'il va y avoir sur place. Mamzelle Cerise Traiteur, Boucherie Les Petits Veilleux, la Vallée de la Framboise, les Jardins Cachés, la Saveur du Plateau, Savon Maison, Fumoir Monsieur Chassé et pour finir, les Fraîcheurs de la Vallée. Le Nouveau-Brunswick a réouvert ses frontières. Tous les Canadiens sont désormais autorisés à voyager au Nouveau-Brunswick. Les Canadiens qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 n'auront pas à s'isoler à leur arrivée. Par contre, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ils vont pouvoir tout de même rentrer dans la région du Nouveau-Brunswick, mais devront se soumettre à une période d'isolement. Centraide donne un montant total de 756 735 $ à 48 organismes du Bas-Saint-Laurent. Des organismes qui soutiennent la réussite des jeunes, qui tentent de briser l'isolement social, qui combattent la pauvreté et qui tentent de bâtir des milieux de vie rassembleurs. Pour Amqui, le centre d'aide bénévole de la Vallée de la Matapédia a reçu un montant de 17 000 $. Les Grands Amis de la Vallée ont reçu 12 000 $. Pour Moisson Vallée de la Matapédia, un montant de 35 000 $ et pour Rayon de partage en santé mentale, ils ont reçu 20 000 $. Finalement, pour Centre Éclosion à Cause-Abscale, ils ont reçu un montant de 30 000 $.
3 centres de services Desjardins vont faire leur fermeture dans la vallée de la Matapédia, malheureusement. Le comptoir de Saint-Vianney, Lac-aux-Saumons et Val-Brillant fermera à la mi-juillet. Du 23 au 13 août 2021, la municipalité du Lac-aux-Saumons vous invite à participer à leur concours. Pour participer, c'est simple. Vous devez rendre votre terrain propre et attrayant et décorer votre cour avant à l'aide de fleurs, illuminer votre cour et votre maison. Et vous pouvez même ajouter des touches de couleurs correspondant au drapeau acadien, ce qui veut dire bleu, blanc, rouge, ou aux couleurs des Canadiens de Montréal, c'est selon. Vous devez remettre une photo de votre participation accompagnée de votre nom et votre numéro de téléphone à l'adresse courriel suivante: loisirsest@mrc-de-la-matapédia.québec. À gagner 3 certificats cadeaux de 50 $ applicables à la pépinière Paramé au Lac-aux-Saumons. Le tirage aura lieu le 15 août. Loisirs et culture. Les rendez-vous culturels Matamadja recommencent cet été à la terrasse du site patrimonial de pêche de Matamadja. C'est tous les jeudis soirs de 7h à 9h. Il sera possible de voir des prestations d'artistes régionaux. Pour voir leur programmation, rendez-vous sur la page Facebook Site patrimonial de pêche Matamadja. Une compétition de spikeball aura lieu samedi le 26 juin. À l'ancien site de la Bête à Quimper à Val-Brillant, qui a récemment changé de propriétaire et par le fait même de nom. J'ai donc eu l'occasion de m'entretenir avec Jonathan Couturier, nouveau propriétaire des chalets du lac Matapédia et organisateur du tournoi. Donc, bonjour Jonathan. Salut. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Donc aujourd'hui, je viens te parler de ton tournoi de spikeball qui s'en vient bientôt, qui est samedi le 26 juin. Oui, exact. C'est ça, c'est samedi le 26. Le matin, on va avoir les équipes mixtes qui vont jouer. On devrait avoir une douzaine d'équipes. Ensuite de ça, l'après-midi, ça va être le non-mix. Donc, masculin, on a 12 équipes, 6 équipes féminines. Fait que c'est vraiment une première dans la région, un tournoi de spikeball organisé. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais on est vraiment confiant pour l'événement. Puis, ça coûte combien pour s'inscrire à ce tournoi? Par joueur, dans le fond, c'est 20 $, donc 40 $ pour l'équipe. Il y a 200 $ à gagner là, en prix pour les gagnants. Donc, ça va être vraiment... C'est un plus pour mettre du sérieux dans la compétition. Fait que c'est vraiment ça qui nous a intéressés là, à créer une compétition de ce niveau-là. Fait qu'on a vraiment des grosses équipes qui sont inscrites déjà. Fait que ça va être à venir voir. Si vous voulez venir voir, là, ça va être à la Bête à Quimper. Au chalet du lac Matapédia, en fait, là, le 26. Exact. Ça va être sur le terrain ici, là, samedi prochain. Puis c'est possible pour les spectateurs? Est-ce qu'il y a un nombre limité? Oui, on va respecter évidemment les consignes de la santé publique. Il va y avoir du lavage des mains, etc., là, le contrôle sur le site. Mais oui, s'il y a des spectateurs qui veulent venir voir, ça va être de respecter les règles. Mais vous êtes les bienvenus. Puis c'est complet pour ce tournoi-là, mais est-ce qu'il va en avoir d'autres? Oui, on devrait réorganiser un tournoi à la fin août, donc c'est dans nos objectifs d'organiser un autre tournoi. On va voir la popularité aussi. Peut-être qu'on pourra en faire d'autres au courant de l'été, tout dépendamment comment les joueurs apprécient le terrain, puis comment l'événement va bien fonctionner. Là. Pourrais-tu me faire une brève description du spikeball pour ceux qui connaissent moins ce sport-là? Oui, le spikeball, c'est un sport qui est populaire dans la vallée. Dans la vallée depuis 2 ans. Il y en a qui jouent un petit peu avant ça. Mais c'est vraiment rendu populaire, même au niveau international. Il y a vraiment des grosses compétitions qui se font là, à ce niveau-là. Ça ressemble vraiment à du volleyball, un peu un mix volleyball, tennis. C'est un sport qui demande vraiment beaucoup d'habileté technique. Mais ça peut être appris quand même facilement parce que les gens, habituellement, là, les sportifs sont habitués de se débrouiller. Fait que c'est principalement un service qui se passe. Après ça, tu as un choix de nombre de contacts que tu vas faire, donc jusqu'au maximum de 3. Puis c'est de renvoyer toujours sur la trampoline là, pour continuer le point jusqu'à temps que la balle tombe par terre. Fait que c'est vraiment ça, principalement. Les règles, c'est vraiment ça là, pour le spikeball. Puis les autres règles plus complexes vont être expliquées au moment là, du tournoi là, aux participants. Puis est-ce que ça prend un équipement pour venir jouer ou vous en fournissez un? Tous les tournois, toutes les trampolines de spike sont ici, sont installés. Ils vont être installés le samedi matin. Donc les joueurs arrivent avec leurs souliers ou nu-pieds comme ils veulent jouer. Puis on va pouvoir partir le tournoi là, samedi matin pour une grosse journée. Au moins, il va faire clair jusqu'à tard. Là, fait qu'on s'attend que ça va finir vers 7, peut-être 8 heures même le soir. Là, fait que ça va vraiment être une belle journée. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Je me retrouve présentement avec Normand Bouliane, candidat à la mairie d'Amqui. Comment ça va, Normand? Ça va très bien, Raphaël.
Aujourd'hui, on fait une courte entrevue sur ta candidature. Donc, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es inscrit comme candidat cette année. Bien, ça fait déjà 3 mandats que je suis conseiller à la ville d'Amqui. J'avais toujours encore le goût de m'impliquer au sein de ma ville, de la ville d'Amqui. Fait que, comme après, j'avais fait le tour du jardin au niveau conseiller, fait que j'avais le goût de relever d'autres défis. Et étant donné que M. Damour avait déjà annoncé qu'il ne se solliciterait pas un second mandat, j'ai pris la décision, après y avoir réfléchi longuement, après avoir consulté mon entourage, j'ai pris la décision de me lancer dans la course. Puis, avez-vous bâti une équipe pour vous accompagner lors de votre campagne? Non, pour l'instant, moi, je pose ma candidature. Les gens sont libres de se présenter. Non, je n'irai pas avec une équipe. Je vais y aller avec les gens que la population va choisir. Puis, après ça, on va travailler, faire en sorte qu'on fasse une équipe avec ça. Je suis un gars d'équipe et tout. On va essayer de travailler le plus possible en équipe. Ça fait que les gens qui vont être en place, on va travailler avec eux pour que la ville d'Amqui soit bien représentée pour les 4 prochaines années. Puis, que pensez-vous de la parité homme-femme? Est-ce que c'est important pour vous dans votre équipe? Bien, c'est important. C'est important. Maintenant, comme je le mentionne, c'est certain que j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment aussi que des jeunes s'intéressent à la politique, d'avoir des jeunes au conseil. Maintenant, comme je l'ai toujours mentionné, c'est la population qui a le dernier mot. Ça fait que je vais y aller avec ce que la population va choisir comme représentant pour les 4 prochaines années. Puis, qu'allez-vous faire lors de votre campagne d'élection comme action? Ah, bien là, pour l'instant, le pourquoi que j'ai annoncé ma candidature immédiatement, c'est que je voulais que les gens, d'abord, connaissent mes intentions, de un, et de deux, rencontrer la population, rencontrer les gens. Qu'est-ce qu'ils s'attendent d'un maire à la ville d'Amqui, d'un conseil, de leur conseil pour les 4 prochaines années? Je vais faire beaucoup de consultations, et après ça, je vais vraiment me faire une tête. Quoi, j'ai déjà pas mal, mon plan de match est déjà pas mal établi. Mais maintenant, en discutant avec les gens, avec la population, bien, je vais être en mesure de connaître plus leurs intentions. Puis, quels sont vos projets à venir pour cet été? Ah, mon Dieu, le prochain avenir, c'est jouer au golf. Oui, jouer au golf. Prendre du bon temps. Regarde, on a eu des hivers avec la COVID. Ouais. On a eu un hiver quand même assez difficile pour tout le monde. Fait que là, cet été, j'ai le goût de relaxer, aller voir mes enfants, mes petits-enfants à Québec, me promener un peu. Mais je vais surtout prendre du bon temps avec moi et ma blonde. Puis, pour terminer, j'aimerais qu'on rentre dans un sujet qui est quand même d'actualité en 2021, les réseaux sociaux. Oh. Si jamais victoire il y a à vos élections, est-ce que vous avez peur des commentaires haineux qui peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux? Pensez-vous que ça pourrait affecter... Bien, c'est toujours inquiétant, mais je ne suis pas un gars de réseaux sociaux. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Regarde, les gens, c'est sûr qu'ils sont libres de s'exprimer. Maintenant, il y a des façons de le faire. Il y a des façons vraiment respectueuses de le faire. Mais on n'est pas à l'abri de rien. Ça fait que... Non, moi, regarde, j'ai pas de problème avec ça, mais comme je vous le mentionne, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça risque de m'affecter? Par ricochet, peut-être, mais c'est pas moi qui va l'avoir lu. Parfait. Bien, je vous souhaite la plus grande des chances pour vos élections. Puis à la prochaine. Bien, merci beaucoup, Raphaël, puis bonne fin de journée. Puis j'invite les gens à s'impliquer. C'est important. Notre démocratie est importante, puis notre ville, elle est doublement importante. Ça fait que j'invite les gens à s'impliquer. Puis j'espère être du rendez-vous au 4 novembre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Présentement, avec Mike Roy, le responsable de la bibliothèque municipale d'Amqui. Ça va bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. Aujourd'hui, Mike, il vient nous parler des nouveautés qui s'en viennent cet été, dont un tout nouveau club de lecture. Oui, ça va être le club de lecture Desjardins, avec le thème de la forêt enchantée. C'est un club de lecture qui s'adresse aux jeunes de 4 à 12 ans. Donc, il va y avoir des activités à la bibliothèque avec une animatrice le mardi et le mercredi AM. En plus des activités, il va y avoir un concours. Donc, plus les jeunes lisent, plus il va y avoir des coupons de participation pour pouvoir gagner des prix, donc, parce que surtout des livres neufs. Là.
qui va être offert aux gagnants. Oui, parce que tu m'expliquais que tu as acquis Oui, différents ouvrages jeunesse. Peux-tu me dire à peu près? oui, j'ai donné beaucoup d'efforts là-dessus dernièrement. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres pour jeunes, donc des romans pour jeunes, des albums, beaucoup de bandes dessinées, des livres en carton pour les 0-12 ans. Mhm. Donc, j'ai fait une grosse sélection là, pour la période estivale pour avoir le plus de beaux livres possible pour les jeunes. Puis tu me parlais d'activités à faire au club de lecture. C'est quel genre d'activité? Ben, ça va tout être relié au thème à la thématique de la forêt enchantée. Puis c'est vraiment l'animatrice là, qui monte des activités. Puis ça va OK. sûrement être du bricolage, des dessins, des heures du conte, etc. Là, ouais. Parfait. Puis pourquoi t'as proposé cette initiative-là, plus jeunesse? Ben, ça arrive à chaque été. C'est le réseau Biblio avec le club de lecture de Jardin. C'est vraiment de donner le goût de la lecture aux jeunes, surtout en période estivale, alors que oui, c'est le fun de jouer dehors, c'est le fun. Mais c'est bien aussi de lire et de continuer à lire pendant l'été. Et oui, ils ont beaucoup de temps libre, fait que la lecture, ça peut être un bon moment pour occuper leur été. Oui, bien entendu. Ouais. Donc, le club de lecture, comment on fait pour s'inscrire? Ben, il pour- suffit de venir à la bibliothèque. Et moi, je vais remettre aux jeunes un beau pamphlet comme ça, Parfait. avec plein de choses à l'intérieur intéressantes. Puis c'est pas plus compliqué que ça, là. Puis c'est de venir aux activités le mardi et le mercredi matin. Et ça commence le 28 juin pour une période de 6 semaines. Et ils sont pas obligés de venir à chaque semaine, là. Ils peuvent venir une fin de semaine, puis après ça partir en vacances, après ça revenir. Ils sont pas obligés de venir à chaque Ouais, semaine. vous- Ouais. OK, ouais. Ouais. C'est pas besoin d'être une activité assidue. Non, pas assidus, puis ils peuvent venir quand ils veulent dans le temps des activités. Ils peuvent venir le mardi et le mercredi s'ils ont beaucoup aimé l'activité du mardi, puis ils veulent revenir le mercredi, il n'y a OK. pas de problème non plus. Là. Donc, merci beaucoup Oui. de t'être entretenu avec moi. Ben, Puis, merci à vous. je souhaite à la bibliothèque beaucoup de succès Bien, merci. dans cette initiative. Excellent. Je me retrouve maintenant avec Véronique et Sonia de la Maison des Jeunes. Bonjour les filles. Bonjour, Raphaël. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, vous allez me parler un peu plus de la Maison des Jeunes. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que la Maison des Jeunes? Dans le fond, la Maison des Jeunes, c'est un lieu de rassemblement pour les 11-17 ans, excuse-moi, qui veulent venir, dans le fond, se découvrir un peu dans un endroit qui est encadré là, pour eux. Voilà, sur une base volontaire, si je peux compléter. Puis, au contact d'adultes significatifs, dans le fond, notre mission, c'est vraiment de rendre les jeunes des citoyens actifs, critiques et responsables. Puis, voulez-vous me dire c'est où dans Amqui? Dans le fond, la maison est située près du terrain de tennis, c'est au 24 rue Maisonneuve, tout près de l'école Coron et de la Polyvalente. Comment? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour y aller ou on vous contacte, on y va, on arrive, on a... La Maison des Jeunes, c'est vraiment un lieu qui est ouvert pour les jeunes. Là. Donc, faites comme chez vous. Vous arrivez, vous n'avez pas besoin de cogner, pas besoin d'inscription. Vous venez quand il y a des activités qui vous intéressent. Vous repartez quand vous voulez. Puis, c'est vraiment là, ouvert. Voilà. Dans le fond, lors de la première visite, là, on remet toujours une fiche d'inscription aux jeunes qui peuvent ramener à la maison, remplir avec leurs parents, puis nous la retourner à leur deuxième visite. Là. Nous, ça nous permet d'avoir les coordonnées des jeunes. Fait que s'il arrive quelque chose à la maison des jeunes, qu'un jeune se blesse, bien, on peut contacter les parents là, pour les aviser qu'il y a eu un petit souci à la maison des jeunes. Mais les parents n'ont pas besoin d'être là Oui, pour c'est ça. l'inscription, dans le fond. Puis, quelles sont les heures d'ouverture pour la Maison des Jeunes? Dans le fond, là, c'est ça. Pour l'été, là, ça va être différent de la période habituelle, mais dans le fond, ça reste toujours du mardi au vendredi. Pour l'été, ça va être en après-midi et en soirée, mais habituellement, là, dans les périodes d'école, là, c'est le midi, après l'école, puis en soirée. Puis là, c'est Oui, vas-y. Et juste le dimanche, d'habitude, qu'on est fermé là, OK. à l'année. Puis là, cette année, dans le fond, c'est pour ça qu'on venait vous voir aujourd'hui. On a une annonce spéciale. C'est qu'on va être ouvert exceptionnellement cet été. C'est une nouveauté. Donc, on voulait venir vous l'annoncer là, pour que les jeunes soient au courant. Cet été, ça va être du mardi au vendredi. Oui, c'est ça. Puis cet été, il faut s'attendre à quoi comme activité si on va à la Maison des Jeunes? Dans le fond, nous, on essaie vraiment de toucher à tout pour essayer de rejoindre le plus de jeunes possible. Fait qu'on y va, dans le sport, les arts, la science, la cuisine. Même cet été, on va avoir un jardin là, à l'arrière de la cour. Et s'il y a des jeunes qui veulent venir nous aider là, avec le jardin, là, ils sont vraiment les bienvenus. Puis on va avoir besoin de bras. Puis on a plein de beaux projets aussi là, présentement
Donc, on garde des surprises, mais il va y C'est avoir plein de découvertes et de nouveautés cet été. Puis est-ce qu'il y a un prix pour aller à la Maison des jeunes? Non, c'est ça. Dans le fond, habituellement, là, pour s'inscrire, il n'y a pas de prix, c'est gratuit, tout ça. C'est si on fait des plus grosses sorties, là, ça se peut qu'on demande une contribution aux jeunes, mais qui n'est jamais très extrême là, comme contribution. C'est juste pour couvrir les frais là, de déplacement et tout ça. Ouais, vraiment pour les grosses sorties là, spéciales, parce que sinon, normalement, toutes nos activités sont gratuites. Parfait. On voulait aussi vous dire, là, exceptionnellement, cet été, on va être ouvert pour les 10 ans. Dans le fond, du mardi au vendredi, de 13h à 16h30, les 10-14 ans sont les bienvenus à la Maison des jeunes. On va avoir une programmation là, spécialement pour vous. On va essayer là, de toucher un peu à tout ce qui peut vous intéresser, là, autant sport, art, toute cuisine, puis toutes ces choses-là. Donc, pas besoin d'attendre à vos 11 ans cet été, vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup les filles pour cette entrevue. Merci à toi. Merci. Et on vous attend en grand nombre cet été. Au plaisir de vous voir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je me retrouve présentement avec Étienne Boudreau, un amateur de hockey qui vient aujourd'hui nous faire une chronique à ce sujet. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler de Jeffrey Viel. Ouais, c'est un joueur de hockey. Donc pour commencer, ses parents, Nancy Truchon et Mario Viel, les deux viennent de Cause-Abscale. Et Jeffrey Truchon-Viel, de son vrai nom, est né à Rimouski le 28 janvier 1997. Mais a habité dans le coin de Grimby, plus précisément Ange-Gardien de Rouville. Il a fait son hockey mineur dans la Montérégie. Puis, tu as eu l'occasion de discuter avec sa mère. Peux-tu me résumer un peu cette entrevue? Donc, mon père a des contacts avec sa mère, donc j'ai posé quelques questions. Première question, est-ce qu'il a tout le temps aimé le hockey? Donc, il a tout le temps aimé le hockey, mais ça a vraiment commencé en maternelle. En maternelle, il faisait des dessins, et sur les dessins, c'était marqué « Un jour, je vais être dans la Ligue nationale ». On peut voir que ça a marché. Un petit fait cocasse, ses premiers patins, c'est des patins moulés en plastique qui pouvaient s'agrandir. Un jour, son meilleur ami lui demande s'il veut jouer dans son équipe de hockey parce qu'il savait qu'il était quand même bon parce qu'il jouait à l'école. Mais là, le problème, c'est que Jeffrey, lui, il n'y avait pas d'équipement de hockey. Donc, son meilleur ami qui le voulait tellement, un soir, son père et lui cognaient à sa porte, puis ils ont été porter une poche de hockey. Puis Jeffrey, dès qu'il l'a eu, il a mis tout de suite les patins, puis c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu lui offrir. Donc après, j'ai demandé à sa mère c'est quoi ces mots pour décrire la fierté qu'elle a envers son fils. Donc, rempli d'émotions, il a réussi par lui-même, impressionné, et tout le crédit lui revient. Il faut savoir que ses parents ne l'ont jamais poussé à devenir un joueur de la Ligue nationale. Comme Nancy dit, il a réussi par lui-même. Puis tu as même eu la chance de discuter avec Jeffrey. Peux-tu me dire un peu de quoi vous avez parlé? Au début, j'étais un peu stressée d'y parler, mais ça a quand même bien été, je pense. Là. Son plus beau souvenir au hockey, c'est d'avoir gagné la Coupe Memorial. Il avait un bon groupe de gars qui ont réussi à se rendre à cette étape-là. Il faut savoir qu'à sa première année sur 4, il était dernier au classement, puis à sa dernière année, ils ont tout gagné. Donc, il a vu vraiment l'évolution du groupe de gars. Donc, après, j'ai demandé son idole au hockey. C'est Sidney Crosby, qui honnêtement n'aime pas Sidney Crosby. C'est vrai? Hein? C'est vrai. En plus, il est né à Rimouski, puis Crosby, dans ce temps-là, jouait pour l'Océanique. J'ai demandé comment a-t-il vécu son passage dans la LHJMQ. Très belles années et une très bonne expérience de vie. J'ai demandé son meilleur ami chez les Sharks, Nicolas Knyzhov. C'est un gars qui s'entend super bien en dehors de la glace, puis ils ont à peu près la même âge. Les deux, c'est des recrues cette saison chez les Sharks. Pourrais-tu me parler un peu de statistiques? Puis je sais qu'il a gagné plusieurs prix, donc pourrais-tu me faire un résumé de ça, s'il te plaît? On va commencer dans la LHJMQ, c'est statistiques.
très bonne statistique, 196 points en 259 matchs. C'est un buteur. De ses 196 points, 115 sont des buts. Puis c'est un joueur très robuste. Dans la LHJMQ, il a eu 499 minutes de pénalité en 259 matchs, donc c'est beaucoup. Oui. Maintenant, dans la Ligue américaine, on se rapproche de la Ligue nationale, donc dans le club école des Sharks. Il a fait 55 points en 138 matchs et encore beaucoup de minutes de pénalité, 226. Là, dans la Ligue nationale, il a juste joué 11 parties cette saison. Il n'a toujours pas de points, mais on a vu qu'à sa première partie, il s'est battu. C'est un joueur que ça va être ça, sûrement plus son rôle dans la Ligue nationale, mais on a vu quand même avec ses stats dans la GMQ qu'il était quand même capable de faire des points. Mais pour l'instant, c'est un joueur plus de soutien. Maintenant, comme tu as dit, pour les trophées qu'il a gagnés, Oui. Il a gagné la Coupe du Président. Donc, c'est comme la Coupe Stanley au hockey, mais dans la LHJMQ. Mais après, quand tu as gagné la Coupe du Président, tu te rends à la Coupe Memorial. Ça, c'est dans les 3 ligues au Canada. Les 3 équipes qui ont gagné le précieux trophée se rendent là avec l'équipe hôte qui accueille la Coupe Memorial. Donc, les 4 équipes s'affrontent dans le tournoi à la ronde. Puis, la meilleure équipe des 4 qui a gagné le plus de parties, il n'y a plus rien qui compte. C'est vraiment dans les 3 parties qui ont joué à la ronde. La meilleure équipe qui était le Titan Acadie Batters, l'équipe menée par Jeffrey Truchonville, parce que c'est leur capitaine. Il y a ça, ils ont terminé premier, donc ils se sont tout de suite rendus en finale. Après, c'était la deuxième puis la troisième équipe s'affrontaient pour savoir qui avait la dernière place pour rentrer en finale. Puis c'est ça, en finale, ils ont gagné. Donc c'est ça, ils ont vraiment tout gagné cette année-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner. Puis en plus, Jeffrey, qui était une pièce très importante pour son équipe, vu quand ils ont gagné, il était sur l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial. C'est comme dans la Ligue nationale, 3 attaquants, 2 defs puis 1 gardien. Mais là, juste dans les 4 parties qu'ils ont joué. Mettons que sa place dans l'équipe d'étoiles a été très méritée parce qu'il était le 2e meilleur pointeur du tournoi. Derrière un certain Sam Steele qui évolue pour les Ducks d'Anaheim dans la Ligue nationale. Donc les deux sont dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'était pas un coup de chance. Pendant ce tournoi-là, Viel a obtenu 10 points en 4 matchs. C'est très, très bon. On voit que c'est le leader de cette équipe-là. Puis lui, Sam Steele, il a obtenu 13 points, 3 de plus que Jeffrey, en 5 parties, 1 de plus. Lui aussi, c'est très, très bon. C'était deux meneurs. Mais c'est ça, c'est l'équipe menée par son capitaine Jeffrey qui ont réussi à gagner à la fin. Donc, je pense que c'est Jeffrey qui a eu la meilleure situation dans les deux. Puis, dernier accomplissement qu'il a réussi, il a gagné le trophée Guy Lafleur. C'est le joueur le plus utile des séries. C'est comme le trophée Conn Smythe dans la Ligue nationale, mais là, pour les séries, dans la LHJMQ, ça a tout le temps été un bon joueur dans la LHJMQ. Puis on espère que ça va se continuer dans la Ligue nationale, qu'il va pouvoir faire sa place. Ah, on lui souhaite, hein? Oui. Puis c'est ça, en plus, il vient de signer un nouveau contrat. Puis ben, c'est ça encore, on lui souhaite que du bonheur, qu'il réussisse dans la Ligue nationale, une petite fierté. Donc, merci, j'ai adoré. Mais oui, un joueur de la Matapédia, on lui souhaite que des beaux moments à venir, puis des victoires. Merci à toi, Étienne, pour cette belle chronique. Ben, merci puis, beaucoup. En espérant te revoir en studio. Nous sommes maintenant rendus au segment La guerre des poutres où à chaque semaine, on va déguster une poutine pour finalement, à la dernière émission, dévoiler qui est selon la TVC la meilleure poutine matapédienne. Puis cette semaine, on se retrouve au restaurant du Lac pour goûter cette fameuse poutine. Allons-y. Allons-y.
Le restaurant du lac se situe au lac au saumon, juste en face du parc Centenaire, un lieu qui peut être quand même très intéressant quand il fait beau pour manger sa poutine. Il faut savoir que le fromage qu'ils utilisent pour faire leur poutine vient de chez Natrel et que les frites sont cuites dans l'huile. Là, je sens qu'il y a du monde qui vont me juger à la maison parce que oui, je mets de la mayonnaise, OK? Moi, je la juge. Oui, je mets de la mayonnaise. Puis oui, j'aime ça. Puis oui, je suis pas capable de l'ouvrir en ce moment. Je vais en prendre une autre. En plus, je tiens à dire que je suis intolérante au lactose. On apprend ça là. Ouais. Bienvenue au premier Vox Pop de l'émission. Pour le premier, on a décidé d'aller à l'école secondaire Armand-Saint-Onge pour poser des questions aux jeunes du secondaire ainsi qu'aux professeurs sur l'année qu'ils ont vécue en 2020-2021. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en cette année scolaire? Ben moi, j'aurais dit les journées en alternance parce que, tu sais, on est en secondaire 5. Fait que de pas être toutes les secondaires 5 en même temps à l'école, ben c'était difficile puis c'était pas la même ambiance. Toujours porter un masque, là. Surtout les profs qui nous répliquaient, c'est comme notre enseignante de maths, elle nous le disait souvent, tu sais, mets ton masque, tu sais. C'est des choses qui arrivaient souvent. Aussi le fait que, tu sais, c'est des nouveaux protocoles ajoutés. On peut pas être vraiment comme une vraie rentrée scolaire. C'est juste devoir porter un masque, désinfection des mains en rentrant. C'est quand même un fait assez... Le fait de porter le masque, de ne pas pouvoir coller nos amis ou de rester quand même à distance et surtout de pas pouvoir faire, mettons, d'aller coucher chez des amis ou de rester le plus possible à la maison. Je trouve que c'est ça le pire. Ben, c'est que quand, mettons, t'as des amis qui sont en bas, genre, ben, tu peux pas nécessairement aller manger avec eux. Puis, ben, si, mettons, t'as pas d'autres amis en haut, ben, c'est un peu chiant, là. J'ai trouvé difficile les mathématiques parce que j'ai pas été vraiment fort là-dedans toute l'année. C'est vraiment désagréable porter un masque à longueur de journée. À la fin de l'année, on peut l'enlever en classe, c'est un peu plus endurable, mais si tu viens la face plein de sébum, c'est pas le fun. Moi, je pense que c'est les jours 1 sur 2 parce que souvent, nos amis, c'est dans l'autre groupe et qu'on fait pas les voir. Fait qu'on on a souvent vu nos amis, genre, vraiment pas souvent dans l'année. Fait que je pense que c'est ça qui était le plus difficile. Ben, les cours en ligne, là, moi, le matin à 8 h, me réveiller puis jouer sur un ordi, ça me tentait pas trop. Je dormais. Donc, on peut dire que t'as pas aimé vraiment les cours en ligne? Non, pas en tout, à part ça. Ça t'a-tu stressé, ce COVID-là? Ça a-tu un impact sur... Non. Non, zéro Ça impact? m'a pas stressé rien. Je suis juste comme, ben, c'est une grippe. C'est sûr que c'est un peu démotivant, là, de devoir porter un masque en classe. Pour ma part, non, parce que moi, j'avais le volet sportif. Fait que je faisais pas grand-chose à base, là. Mais probablement que si j'avais eu chimie physique, ça aurait moins bien été parce que les cours en ligne, c'est pas motivant, ben. Moi, personnellement, ça m'a pas affecté parce que j'ai toujours eu des bons résultats scolaires. Mais c'est sûr qu'il y en a que ça a affecté leurs résultats scolaires, puis c'est juste plate à cause de ça aussi, là. Mes résultats ont quand même beaucoup baissé. Je sais pas si c'est en lien à la COVID. La motivation a beaucoup baissé, ça c'est clair et net, là. C'est même pas ostinable. Le bal a été annulé cette année. Qu'est-ce que tu as à me dire à propos de ça? Ben, je pense qu'on peut pas vraiment être déçus parce qu'on savait à la base qu'on n'avait pas de bal. Puis genre, tu sais, eux, on se console en disant qu'eux, de l'année passée, ils ont vraiment rien eu pantoute, là. Fait que je pense qu'au moins, on a quelque chose, puis c'est ça, c'est bien. Ben, c'est plate, mais je pense qu'on a tous commencé l'année en sachant qu'on n'allait pas avoir de balle, fait que c'était comme plus une surprise rendue là. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Oh, je m'y attendais, là. C'est pas quelque chose de vraiment grave, là. C'est normal, là. C'est à cause du COVID, pas de rassemblement très gros.
présentement avec Tom Gagnon, musicien et chansonnier depuis 15 ans. Bonjour Tom, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous autres. On a invité Tom à l'émission car il a sorti deux premières compositions dernièrement, en mai dernier, dont une chanson qui s'appelle Ma Matapédia, qui est une chanson sur la vallée de la Matapédia. Exactement. Ma première question, ça fait 15 ans que tu es chansonnier, que tu fais de la musique. Est-ce que ça fait longtemps que tu avais en tête d'écrire, de composer? Ben, ça fait un bout de temps déjà là, que j'écris, que j'ai des choses en banque. Vraiment, ce qui m'a amené à cette chanson-là, j'ai reçu un coup de fil à un moment donné de Steven de la Rosseville, qui est connu dans Qui m'a recru. Steven, eux autres, ils ont une grosse production qui s'appelle la production Les Gaspésiens. Puis eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des tunes, ils offrent de la production, puis tout ça à plusieurs artistes. Donc, lui, il m'est arrivé avec une version de la chanson Ma Matapédia, que lui avait écrit paroles et musique avec son frère aussi. On a retravaillé ça ensemble. J'ai travaillé beaucoup sur la mélodie, l'interprétation. Fait qu'on a travaillé après ça au niveau de tout le mastering, tous les instruments, tout ça avec Hugo Perrault, anciennement de Doucoumé. Donc, c'est vraiment une grosse équipe là, qui a produit là, cette chanson-là, puis la deuxième chanson aussi. Là. C'est parti avec eux autres. Puis, ça a pris combien de temps, là, tout le processus? Je te dirais que ça a été quand même très rapide, même si il a fallu faire ça à distance. Hein. Les gars, eux autres, sont dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal, rive-sud de Montréal. Fait que moi, dans le fond, eux autres, ils m'envoyaient des tracks. J'écoutais. OK, oui, c'est bon. OK, moi, je faisais une partie de la voix. Là, j'envoyais ça. C'est-tu correct? Ah non, essaye ça de même. Quand on fait ça en studio, tout le monde ensemble, ça se fait quand même bien. Mais comme ça a été quand même assez rapide, je te dirais, pour la façon que ça s'est fait. Là, tout à distance comme ça. Ouais. On a eu peut-être un gros... une fois que la tourne était placée, tout ça, peut-être un gros 2 mois de rush, là, qu'on s'envoyait des choses à tous les jours, puis qu'on travaillait à tous les jours là-dessus. Là. Il y a plusieurs heures de studio là, dans ces chansons-là. OK, quand même. Puis personnellement, j'ai écouté la chanson, j'ai trouvé qu'il y avait une grande touche nostalgique. Qu'est-ce que tu as voulu amener avec la chanson Ma Matapédia? En fait, la chanson, là, quand on la décortique un petit peu, là, on se rend compte, c'est comme quelqu'un qui... C'est comme une espèce d'histoire d'amour, que ce soit avec la région, que ce soit avec une personne comme telle. Il dit, on dit dans la chanson, j'écris tout bas, tu n'entends pas. C'est comme si tu veux donner ton amour à quelqu'un, mais il n'entend pas. Il va voir un petit peu, il recherche un petit peu, voir si si la personne ou la région a autant d'amour pour lui. Donc, c'est ça. C'est une chanson qui est un petit peu nostalgique. Ça parle vraiment là, de l'amour pour la région et pour une personne aussi. Là. Donc, on peut dire que dans le texte, il y a plusieurs couches. Exactement. Puis, c'est ça, c'est ta première composition. C'est toi qui l'as écrit? C'est Steven de la Rosseville et son frère Steve qui l'ont écrit. C'est ça. Moi, dans le fond, ils m'ont offert l'interprétation de cette chanson-là, vu que j'étais un gars de la vallée et tout ça. Puis, on l'a travaillé ensemble au niveau de l'arrangement et tout ça. Là. Donc, c'est ça. C'est une chanson, dans le fond. Là. C'est un peu... j'aime à dire un peu des fois que j'ai fait comme les deux frères. Là. Il y a du monde qui écrit. Ben, c'est ça. Mais ils m'ont vraiment beaucoup intégré dans le processus. Ils m'ont envoyé la chanson préenregistrée sur le bord d'un comptoir, si tu veux. Là. Juste guitare-voix. Ils m'ont envoyé ça. Qu'est-ce que t'en penses? OK, telle affaire. On a travaillé ça ensemble. Tu as pu faire des ajustements? Exactement. Puis, quand une question un peu plus philosophique, OK? Mais qu'est-ce que cette chanson-là t'a apporté, justement, toi qui viens de la vallée de la Matapédia? Bien, je te dirais que présentement, ce qui se passe est vraiment cool parce que moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis parti de la vallée. Puis, tu sais, j'ai encore des amis par ici. Mes parents sont encore dans le coin, mais tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de nouvelles du monde de par ici. Ben, que j'ai pas eu d'occasion, exemple, de venir faire des spectacles dans la région, quelque chose comme ça. Ça fait déjà plusieurs années que je suis plus en retrait de la région. Puis on dirait que depuis que j'ai sorti cette chanson-là, qui me rendait nostalgique de la région, on dirait que, oups, là, tu sais, je me suis mis à reparler à des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Puis, tu sais, c'est venu chercher beaucoup de monde, je pense, dans la région. Puis je suis super content de ça. Oui, parce que veux pas, quand tu viens de la vallée en tant qu'artiste ou en tant que receveur de la chanson, c'est comme « Ah, Ma Matapédia, c'est mon bout, c'est mon coin. » Ça touche directement. C'est pour ça que les gars, ils ont pensé à moi automatiquement quand ils ont fait ça. Là. Puis on va partir un peu de cette chanson-là. Je me demandais d'où ça t'est venu, cette passion-là pour la musique? Ben, écoute, ça remonte. On peut remonter à mon temps à la polyvalente Armand Saint-Onge.
J'ai commencé, moi, j'étais dans sur les nostalgiques, j'étais dans le band Final Chapter dans le temps. On faisait du Maiden, du Halloween, puis tout ça. OK, complètement l'opposé. Complètement l'opposé. J'étais avec eux autres, puis on a roulé pas mal. On a fait Fort Cozap, on a fait une couple de shows à Rimouski aussi avec ces gars-là. Ça a commencé comme ça. J'ai tout le temps été un peu à l'arrière-scène. J'ai travaillé avec Michel Coutu notamment. Michel, il m'a formé pour faire du son d'éclairage et tout ça. Puis c'est ça, ça a commencé avec Final Chapter, je te dirais là, vraiment que j'ai été un peu plus à l'avant-scène que derrière la scène. Puis après ça, ça a vraiment été un nouveau chansonnier que ça a débloqué. À Rimouski, il y avait ce qu'on appelait Dimanche chansonnier au Cactus. Puis à un moment donné, je me suis ramassé là un dimanche, il n'y avait plus de son de merde en arrière de la console, ça s'est mis à feeder sur le stage. Je me suis en allé en arrière de la console, j'ai ajouté ça, puis je me suis pogné une job comme ça. Tiens, tu soundman des chansonniers. Là, je commence à faire ça un petit peu, puis à un moment donné, il y a un chansonnier qui dit « Ah là, faut que j'aille dehors, hein. Y a-tu quelqu'un qui veut venir faire des tours? » Moi, je vais y aller. Je grattais un petit peu chez nous. J'ai embarqué sur le stage, j'ai fait son entrecette, puis à partir de ce moment-là, j'ai fait toutes les entrecettes au Dimanche chansonnier. Puis je me suis monté un show, puis à un moment donné, c'était mon show qui était là, puis je me suis mis à rouler partout après ça. Donc, c'est vraiment arrivé comme ça, par hasard? Exactement, par hasard. Puis après ça, j'ai fait un contrat sur l'île des Bermudes. J'étais allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel français. J'ai fait toutes les ouvertures des petites grenouilles au Québec quand ça a ouvert. Toutes les fois qu'il y en avait une qui ouvrait, c'est moi qui étais là. Fait que ça m'a amené vraiment là, à voyager et à rencontrer beaucoup de monde. Puis là, avec la pandémie et tout ça, c'était vraiment plus tranquille. Quand les gars m'ont appelé pour ce projet-là, c'est sûr, j'ai embarqué à 100 %. Justement, la pandémie, on n'aime pas en parler, mais moi, j'aime en parler. C'est quoi que la pandémie, ça t'a-tu affecté? Ben, moi, personnellement, ce que ça a fait, c'est sûr... Moi, l'été, quand la pandémie a commencé, moi, j'avais une trentaine de shows de prévus durant l'été. Ça a été 30 annulations. C'était vraiment plate pour moi. Mais ce que j'ai fait, je m'en suis servi autrement. J'ai commencé, à un moment donné, je faisais une tourne par jour sur Facebook. Une tourne tous les soirs, à 8 heures, je mettais une tourne en ligne. J'ai fait ça pendant au moins un bon mois certain, une trentaine de tournes certains. Fait que ça m'a amené à me faire découvrir par plus de monde aussi en même temps. Tu envoies ça sur Facebook, tu sais jamais où c'est que ça peut se rendre. Après ça, c'est sûr, moi j'ai recommencé à travailler dans les écoles. Puis dernièrement, quand on a reconfiné aussi, là, je la refais un bout de temps avec les couvre-feux. Quand le couvre-feu embarqué, là, je mettais des chansons tous les soirs, soit des covers, tout ça. Ça m'a permis de garder la main, d'apprendre des nouvelles tunes aussi, parce que les gens me faisaient des demandes spéciales. Puis là, c'est beau, là, j'essayais de la faire une couple de soirs après. Fait que moi, c'est sûr que ça m'a enlevé plusieurs contrats. Mais je te dirais que ça a eu du positif dans le sens que peut-être que ce projet-là qui a abouti à ma Matapédia aurait peut-être jamais existé si ça n'avait pas été de la pandémie. Puis pour finir, c'est quoi tes prochains projets? C'est quoi la suite? Écoute, là, j'ai une chanson, je te dirais, que je travaille très, très fort dessus. C'est une chanson sur l'anxiété. Je dirais que les premières écoutes sont quand même excellentes. Ça, c'est vraiment une chanson composée par les musiques par moi, là, de A à Z. Puis je vais essayer de la travailler avec les gars, justement. Ça serait comme la prochaine. Là, on prend un petit break pour l'été. On a des shows un peu bookés de partout, là, que ça s'en vient tranquillement. On va sûrement rentrer en studio comme en septembre. J'ai bien l'intention de sortir cette chanson-là. Les gars, ils ont d'autres choses aussi de leur bord d'écrit. Fait qu'on s'enligne à ressortir d'autres dans le coin de septembre-octobre. Finalement, aboutir à un album, peut-être, d'ici le mois de décembre, là, si on est optimiste. Là. Puis, pour écouter tes chansons ou te suivre, c'est quoi tu me conseilles de suivre? Écoute, il y a ma page Facebook, Tom Gagnon Musicien, sur Facebook. Je mets pas mal toutes mes vidéos là-dessus. Les chansons, ma Matapédia, ma façon à moi, sont sur YouTube, Spotify, iTunes, n'importe quelle plateforme, là, sont là partout, sont disponibles. Donc, Tom Gagnon, merci beaucoup d'avoir passé cette entrevue. Mais ce n'est pas terminé, car il a accepté de jouer en live, ici même, à l'Agora d'Amkoui, la chanson Ma Matapédia. On écoute ça. Merci encore, Tom. Merci beaucoup. Si c'est toi, je te conterai mon histoire, l'ampleur de Speed Up.
ouvert la fenêtre. C'est grand la Matapédia. Seul dans ma maison de verre, et mon corps qui a froid. Mon cœur, il y a la lumière. Dans ma tête, il y a toi. Je crie tout bas, tu n'entends pas. J'ai ouvert la fenêtre. C'est grand la Matapédia. C'est grand la Matapédia. J'ai marché longtemps droit devant. J'ai longé la rivière. Cherché dans ton océan l'écho de ma prière. Je crie tout bas, tu n'entendais pas. J'ai ouvert la fenêtre. C'est grand la Matapédia. C'est grand la Matapédia. Bienvenue au segment Quoi faire en fin de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve au lac Castonguay avec Ronald Laigne. Ronald est un ornithologue amateur. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment faire de l'observation d'oiseaux pour débutants. C'était quoi là, vos débuts? Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Ben, moi, il faut dire que j'ai grandi sur une ferme. Puis sur une ferme, il y a des bâtiments, des granges, des tables et tout ça. Fait qu'il y avait des oiseaux qui venaient nicher là. Mes premiers contacts avec les oiseaux, c'était là, sur la ferme. Et puis après ça, ben, je m'intéressais un petit peu aux oiseaux, mais comme ça, juste comme ça. C'était pas devenu une passion. Au début des années 90, moi, je demeure sur le bord de la rivière, donc oui. Puis mon voisin, en face, de l'autre côté de la rivière, il nourrissait les oiseaux en hiver. Puis je trouvais ça le fun. Fait que j'ai été me chercher un petit manuel, comment nourrir les oiseaux. Alors, je me suis installé sur la rampe du patio, un plateau temporaire. J'ai mis des graines là-dessus. Puis là, les oiseaux commençaient à venir. Bon, c'était le fun, je trouvais ça le fun. Là, je me suis fabriqué un plateau plus grand avec des côtés et tout ça. Puis plus tard, dans l'hiver, il y a des ciserins flammés. C'est un petit oiseau qui sont arrivés. On les a ici dans l'hiver, mais pas tous les hivers. Alors là, j'ai acheté des graines qu'il fallait. Puis j'ai commencé à m'approcher. Quand il venait manger, m'approcher. Une fois, j'ai pris des graines de ma main. J'ai mis ça là. Les petits oiseaux ont venu manger de ma main. Là, ça sentait le déclic. C'est lui qui m'intrigue. Des fois, quand on fait des petits sons, des petits bruits,
les oiseaux se manifestent. Ensuite de ça, ben là, j'ai aussi développé la passion de les faire manger de mes mains. Je peux dire, là, j'ai au moins 12 espèces différentes que j'ai fait manger de mes mains. Est-ce que ça prend Puis- du temps avant de les apprivoiser pour qu'ils... Ça dépend des espèces. OK. Les plus faciles, c'est les mésanges à tête noire. Puis dans ce temps-là, ben, faut que tu sois patient. Puis faut pas que tu bouges, puis c'est ça. Puis moi, j'avais un petit truc, là, j'en ai pas ici, mais un petit truc au début. Donc, les mésanges, ils viennent, tu as des graines. Il n'y a pas de branche à se poser. Je mettais une petite branche dans mes doigts. Elle devait se poser sur la branche, puis la mangeait. Puis quand ils ont pris l'habitude, ils savent qu'il n'y a pas de danger. Mais là, ils viennent. Puis dans la mésange, il y a une hiérarchie. Je ne sais pas si je le dis bien, là, j'ai de la misère à prononcer. C'est que ils ne viennent pas tant en même temps, là. Un après l'autre. Il y en a un qui vient, l'autre attend son tour, c'est ça, c'est fun. C'est ça que je dis, là. Ils changent la paraline flamboyante. Ça, c'est la mort, la famille est là. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, on l'a vu pas entendu. OK. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut commencer cette passion-là? Bien, ça serait intéressant qu'il y ait une personne de ressources à vivre. Quelqu'un qui connaît ça. Moi, comme je disais, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, j'allais au camp Sable Chaud, puis j'avais mon guide, puis il y avait des sentiers, je voyais des oiseaux. Bon, c'est quoi? Je prenais mon guide, je regarde. L'oiseau que j'avais vu était parti. Il y en avait un autre. C'était frustrant. Mais c'est ça, avec le temps et la patience, bien, ça a mieux qu'on développe des trucs aussi pour ça. Mais il faut être patient, puis si on a quelqu'un avec nous qui connaît ça, ben, c'est préférable. Commencer tout seul, ben, c'est pas évident non plus. Mais une autre façon aussi que pour apprendre à connaître les oiseaux puis se familiariser avec eux, c'est les mangeoires. Si vous avez la possibilité d'avoir des mangeoires, puis avec des graines de tournesol, ben les oiseaux, quand ils passent, il y a plusieurs espèces qui aiment la graine de tournesol. Alors, ils vont venir aux mangeoires, puis là, après ça, vous avez plus le temps de les observer, puis apprendre leur comportement, puis tout ça. Ça, c'est un bon truc. Surtout l'hiver. L'été, ben, on peut nourrir quand même, il n'y a pas de problème. L'hiver, ben, ils cherchent la nourriture, ils vont se regrouper assez souvent. Puis dans la région, on sait qu'on est plusieurs qui nourrissent les oiseaux. Puis au camp Sable Chaud, le long de la piste de raquettes, le club de Enfants des Neiges, ils ont des mangeoires. Puis moi, j'ai les miennes le long de la piste de raquettes. Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Ça fait que les oiseaux, l'hiver, il y a des hivers qui sont en abondance. Les autres hivers, ben, c'est plus tranquille. L'hiver passé, ben, ça a pris du temps avant qu'il y en ait. Mais ça varie d'une année à l'autre. C'est pas toujours pareil. Merci à tous nos téléspectateurs d'avoir écouté notre émission. On espère que ça vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le réécouter en intégrale et aussi par segment sur notre chaîne YouTube. On se voit la semaine prochaine.